CP pour une émission spéciale consacrée au projet de loi sur l'accompagnement des malades et la fin de vie qui vise à instaurer une aide active à mourir, vieille promesse d'Emmanuel Macron. C'est parti donc pour 15 jours de débats animés dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale que nous allons vous faire vivre dans leur intégralité. Toutes les équipes d'LCP sont mobilisées et avec moi aujourd'hui vous allez retrouver Elsa Mondin-Gava et Marco Pommier qui se trouvent salle des 4 colonnes. Alors justement Elsa, on va commencer avec vous immédiatement. C'est un texte qui est très attendu, c'est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron qui date de 2016. Oui, et donc c'est pour dire beaucoup l'attente de ce texte. Alors ici, dans cette salle des 4 colonnes, pour l'instant, l'ambiance est assez calme, mais il y aura de plus en plus de journalistes au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'ouverture des débats. Olivier Falorni, directeur général du texte, est présent. Il enchaîne les interviews. Vous l'avez dit, Brigitte, le gouvernement veut donner le temps aux députés. 2 semaines sont prévues pour examiner le projet de loi. Donc jusqu'au vendredi 7 juin, le vote solennel devrait théoriquement se tenir le 11 juin prochain. Il y a 21 articles dans le texte. Plus de 3000 amendements ont été déposés, 3315 exactement. 2 axes dans ce projet de loi, le développement des soins palliatifs et la création d'une aide à mourir. C'est évidemment le deuxième point qui va susciter le plus de débats. Quelles sont les conditions pour avoir accès à cette aide à mourir? Et puis, dans le détail, quelle personne fera le geste d'administrer la substance létale? Voici donc les débats que nous aurons pour 2 semaines dans l'hémicycle. C'est un texte important donc qui transcende les clivages politiques et chez les Français, eh bien, chacun se fait une opinion sur ce texte par ses expériences ou par ses convictions. Merci Elsa pour les termes de ce débat qui sont posés. On va en débattre évidemment avec nos invités ici en plateau. Je vous présente Philippe Vigier. Bonjour. Bienvenue. Vous représentez la majorité. Vous êtes député Modem d'Eure-et-Loir. Face à vous, Annie Genevard. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes député Les Républicains du Doubs et tous les deux membres de la commission spéciale qui a étudié ce texte sur la fin de vie. Avec nous également Jonathan Denis. Bienvenue. Vous êtes président de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, la DMD, et Pierre-François Prada, bienvenue à vous. Vous êtes neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et spécialiste de la maladie de Charcot. Alors Philippe Vigier, commençons directement avec vous. Vous représentez la majorité ici sur ce plateau. Vous êtes biologiste de profession. Juste un mot pour savoir, est-ce que c'est une conviction que vous avez depuis longtemps, cette aide à mourir, ou est-ce que vous avez évolué avec le temps? Moi, j'ai évolué avec le temps. J'ai évolué avec le temps, confronté à ma vie professionnelle, 40 ans de biologie, et d'abord à l'internat dans les hôpitaux à Paris, puis après un professionnel dans des laboratoires de biologie médicale privée, en ayant eu un certain nombre de cas dans mon entourage professionnel, familial, et je dois dire que cette conviction, elle s'est forgée petit à petit, voyant bien qu'à un moment ou à un autre, il y a des situations auxquelles les lois Claes-Leonetti, pour citer la dernière, mais il y a un long cheminement parlementaire depuis Henri Caillavet à la fin des années 80, pour que l'on soit en capacité, dans des situations dans lesquelles nous n'étions pas armés, pour proposer à certains malades la possibilité de mourir dans la dignité. Donc, une fois de plus, ce ne sont pas des convictions qui étaient chez moi initiales, mais c'est la vie qui nous apporte cette expérience et aussi les nombreux témoignages des soignants auxquels, naturellement, j'ai eu la chance de les rencontrer, animateurs de mon territoire en matière professionnelle de santé. On va évidemment rentrer dans le vif du débat, mais je voudrais faire un petit tour de table pour savoir, vous, Annie Genevard, qui êtes opposée à ce projet de loi, dans quel état d'esprit vous abordez ce texte aujourd'hui? D'abord avec gravité, parce que le sujet qui est soumis à notre délibération est un sujet grave. On peut entendre la crainte de nos compatriotes de souffrir, de mourir dans des conditions difficiles, mais je crois profondément qu'à cette crainte, à cette peur de souffrir, à cette peur de mal mourir, il y a aujourd'hui des réponses, mais des réponses qui sont imparfaites. Ça s'appelle les soins palliatifs, qui sont une spécialité particulière de la médecine, qui accompagne la personne jusqu'à la fin de sa vie. Donc accompagner la mort, mais jusqu'à la fin de la vie, jusqu'à la mort naturelle. On peut soulager la douleur, on peut soulager les angoisses. C'est une approche qu'on dit holistique de la personne, c'est-à-dire complète dans toutes ses dimensions physiques, psychologiques, sociales, spirituelles, et qui sont là pour apporter des réponses. Du reste, je suis très troublée par le fait que dès lors que l'on apporte à la personne malade des réponses de toute nature, de toutes sortes de nature, eh bien, elle renonce à demander à mourir.
Parce qu'au moment de la fin de la vie, il se passe des choses très importantes pour une personne, avec son entourage, avec sa famille, avec soi-même, et que la mort administrée, finalement, vient priver le malade, le patient, de ces moments qui peuvent être apaisés. Je le crois profondément. La grande injustice, de mon point de vue, est que la moitié des Français n'aient pas accès à une unité de soins palliatifs. Et un Français sur deux, effectivement, n'y a pas accès sur le territoire. La crainte qui est la mienne aussi, c'est que toutes ces lignes rouges qui ont été franchies lors de la commission, avec la disparition du pronostic... On va revenir effectivement sur le fond de ce projet de loi. Que tout cela, finalement, réduise le débat. Je crois que ce que j'attends de ce débat, c'est qu'en fait, on puisse explorer de façon respectueuse des points de vue et de façon approfondie cette question qui est absolument fondamentale, qui est la fin de la vie. Et c'est la position donc que vous allez défendre évidemment dans l'hémicycle et que vous avez défendu déjà en commission spéciale. Jonathan Denis, je voudrais vous entendre en tant que vous, président de l'ADMD, l'aide à mourir dans la dignité. Est-ce que pour vous, ce texte de loi, c'est l'aboutissement d'un long processus ? Il faut reconnaître que c'est une avancée indéniable et sur les soins d'accompagnement et les soins palliatifs et sur l'aide à mourir. C'est la première fois qu'il y a un projet de loi qui respecte cet équilibre, la réponse des soins palliatifs, le possible recours, l'aide à mourir. Je ne suis pas un militant de l'euthanasie ou du suicide assisté, nous sommes effectivement des militants du libre choix. Je crois que c'est une loi de liberté, d'égalité et de fraternité. Madame Genevard l'a rappelé, il y a des départements qui sont dépourvus d'unités de soins palliatifs. Il faut évidemment qu'il puisse y avoir ces unités de soins palliatifs. Il va falloir former évidemment un grand nombre de soignants également pour ces soins d'accompagnement et ces soins palliatifs. Mais il faut écouter en face les souffrances qui sont exprimées par des patients, qu'elles soient physiques ou psychologiques, pour qui ça devient insupportable. La vie n'est devenue que de la survie. Elles sont atteintes d'une affection grave et incurable, en phase avancée ou terminale. Et donc, il faut entendre cette réponse-là, parce qu'aujourd'hui, la loi Claeys-Leonetti ne suffit pas pour pouvoir les accompagner, et parce que les soins palliatifs ne peuvent pas tout. Et il y a des souffrances qui restent totalement réfractaires. Et donc, cette voix des Français, il est absolument important de l'entendre aujourd'hui. Pierre-François Prada, je le disais, vous êtes neurologue, vous travaillez notamment sur la maladie de Charcot. Il y a beaucoup de professionnels de santé qui sont opposés à ce projet de loi, à faire le geste notamment de prescrire et d'administrer cette substance létale. Vous, quel regard, en tant que médecin, vous portez sur ce projet de loi ? Alors beaucoup, je dirais la majorité, en tout cas la majorité des praticiens, des soignants qui s'occupent des soins palliatifs, c'est-à-dire de la situation de la fin de vie. Et le regard qu'on le porte, il est un regard d'anxiété. Alors il y a l'aspect déontologique, mais il y a toutes les conséquences pratiques. Je dirais, on est en train d'enclencher un engrenage, maintenant qu'on a fait tomber le premier domino, et on a, nous, le sentiment que, alors peut-être, comme le président avait dit, il faut regarder la mort en face. Mais nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faudrait aussi regarder la réalité en face, c'est-à-dire la réalité clinique, et que donc on a déjà un dispositif qui est extrêmement efficace, dispositif législatif, des unités de soins, des compétences, des techniques, et que ce projet de loi risque très gravement de mettre en danger ce soin, les soignants, les lieux de soins aussi, et que nous considérons que le rôle de la société, c'est de protéger ces lieux de soins, qui sont des lieux assez exceptionnels, qui sont des espèces d'îlots autour du soin, mais qui sont très fragiles et qui vont recevoir une déflagration absolument considérable. Si alors, le projet de loi a été adopté. Le débat est bien lancé sur ce plateau et il est clivant évidemment. Revenons sur ce projet de loi donc, qui instaure une aide active à mourir et qui engage le développement des soins palliatifs sur le territoire. En commission spéciale, ce texte a été assez sensiblement modifié. Cette nouvelle version divise jusqu'au sein de la majorité. Voyons les grandes lignes du texte avec Stéphanie Despierres. Le projet de loi consacre le principe d'une aide à mourir et pose 5 conditions pour y avoir recours. Après des mois de réflexion, autre de lui injecter le produit létal. Finalement, le texte a été largement approuvé en commission. Les débats reprennent lundi dans l'hémicycle pour 2 semaines.
Alors Philippe Vigier, on l'a vu, il y a eu des modifications assez profondes du texte en commission. Il y a des critères stricts qui ont été établis. Pour autant, sur le cœur du texte, j'ai envie de dire, le pronostic vital engagé à court terme et moyen terme est remplacé par une affection en phase avancée ou terminale. Est-ce que pour vous, il faut revenir à la version initiale du texte ou ça vous convient comme ça? Sur le moyen terme, tous ceux qui ont participé aux auditions, et Annie Genevard était là très présente, ceux qui sont favorables au texte ou ceux qui sont opposés au texte nous ont tous dit ne laissez pas le moyen terme, ça n'a pas de sens, comme l'a très bien expliqué Olivier Falardi. Ensuite, il y a une nouvelle écriture qui a été votée, dans laquelle on parle d'une maladie en stade avancé ou terminal. Ici, vous êtes tous des initiés, vous connaissez parfaitement les textes. Ce sont les mots qui ont été utilisés par la Haute Autorité de Santé pour signifier ce que c'était que la fin de vie. Nous considérons qu'il faut sécuriser plus les choses. Il y a un amendement des députés démocrates qui fera en sorte qu'on rétablisse cette notion de pronostic vital engagé pour des patients en phase avancée ou terminale. Et je crois que ça permet vraiment de bien cadrer les choses. Donc pronostic vital engagé en phase avancée ou terminale. Donc on mêle un peu les deux formulations. Franchement, le fameux document dont je parle, c'est le document qui a été préfacé par Agnès Firmin-Lebaudot elle-même et qui a été envoyé il y a 1 an à l'ensemble des professionnels de santé. La Haute Autorité de Santé donnant 2 définitions de la fin de vie. Je vous ai lu de façon littérale ce qui avait été écrit par la Haute Autorité de Santé. Donc, lorsqu'on parle d'un pronostic vital engagé, sur des maladies dont on sait qu'il y a des douleurs qui sont réfractaires, donc en clair, on ne peut pas les calmer habituellement comme on le sait le faire, avec un pronostic vital donc engagé, avec une maladie en phase terminale, je crois que là, vraiment, ça nous permet d'être dans le cœur du sujet, sachant que, dernier mot, certains ont dit qu'avec la nouvelle écriture, on ouvrait les vannes, d'autres ont dit qu'on les resserrait. Je crois que le chemin que nous proposons est le chemin, me semble-t-il, le plus juste. Est-ce que cette nouvelle écriture, elle vous conviendrait? On sait qu'il y a un amendement du gouvernement qui voulait aussi revenir sur cette phase avancée ou terminale. Est-ce que vous, la formulation de pronostic vital engagé en phase terminale ou avancée, ça pourrait vous convenir, Annie Genevard? Alors, la question est de savoir si on est favorable au texte qui nous est proposé ou non. Je vous ai expliqué pourquoi je n'y étais pas favorable. Mais j'y suis encore moins favorable, je suis renforcée dans mon opposition avec la formulation qui est sortie de la Commission. Le pronostic vital engagé, on est là au terme de la vie, véritablement. Une maladie grave et incurable en phase avancée ou terminale, naturellement, on voit que peuvent être éligibles à la mort provoquée des personnes qui pourraient vivre encore un temps certain, partager des choses avec les leurs. Vivre des choses pour autant qu'on apaise leur douleur. Donc la formulation pour vous, elle ouvre plus largement la possibilité de l'aide active à mourir. S'il n'y avait que cet élément-là, mais il y a beaucoup d'autres dispositions. Le fait que dans les lieux dédiés aux soins, on provoque la mort, qu'on fasse entrer dans le code de la santé publique la notion de mort provoquée. Provoquer la mort n'est pas un soin. Comme si c'était un soin, c'est cela. Ce n'est pas un soin. L'euthanasie qui peut être au choix, alors qu'on sait qu'elle prendra forcément le pas sur le suicide assisté. Le fait qu'on fasse disparaître le délai de réflexion si la personne le demande. Le fait que si c'est 48 heures, sauf si la personne le demande. Non, pas la personne le demande, pardonnez-moi, c'est un mot très précis. Sauf si le médecin apprécie la situation. Vous voyez, un élément très important. Ce n'est pas la personne qui le demande. Le délit d'entrave, qui est quand même quelque chose de gravissime. Ça veut dire qu'un médecin qui ne souhaite pas pratiquer l'aide active à mourir, qui est à mes côtés, dans le soin qu'il apporte aux malades atteints de la maladie de Charcot, j'imagine qu'il y a des moments de découragement, des moments de désespoir, que les médecins et les soignants sont là pour apaiser. Est-ce que ce sera un délit d'entrave si le médecin dit « mais non, on peut calmer votre douleur, on peut vous donner des perspectives de vie encore pendant un certain temps ». Donc ce délit d'entrave, moi je pense que c'est absolument gravissime. Et puis la mort administrée aux personnes sous tutelle ou sous curatelle, il y a vraiment beaucoup de dispositions dans ce texte de loi qui vont à l'encontre de la dignité précisément qu'appellent de leur vœu un certain nombre de personnes. Donc à tout ça, je suis profondément opposé. Pierre-François Prada, sur le cœur du texte, évidemment, Philippe Vigier disait personne n'était d'accord sur le moyen terme. Vous-même, est-ce que vous défendez cette notion de moyen terme ou est-ce que ça n'a pas de valeur pour un médecin? Non, ça n'a
pas de valeur pour un médecin. C'est impossible à déterminer individuellement. Je crois que c'est le problème. Ça veut dire que la nouvelle formulation est plus convaincante pour Non, vous? Non plus. Celle-là, elle n'est pas convaincante. Et je crois que finalement, ça prouve par le fait qu'on n'arrive pas à trouver des termes. On peut tourner en rond, on pourrait réunir tous les experts, on ne trouvera jamais de termes. Et pourquoi on ne trouvera pas de termes? Parce que les situations sont du cas par cas, individuelles, complexes. Donc c'est absolument illusoire de se dire, même par un travail parlementaire, qu'on trouvera les termes. Donc il est impossible de trouver une loi qui s'appliquera à tous avec un critère commun. Et donc avec ces critères, parce que ce sera quand même nous, les médecins, qui serons obligés de statuer le oui, non, on sera dans le domaine de l'arbitraire le plus complet sur une décision qui est forcément gravissime. Donc pas d'égalité, l'égalité non, si on est sur des critères, sur des jugements arbitraires complètement subjectifs. Donc il faut dans ce cas-là accepter qu'il y ait des effets secondaires, parce qu'il y en aura. Moi, je sais pas, mais je peux vous donner quand même un exemple concret sur le critère avancé. Moi, je vois des patients qui sont diagnostiqués avec une maladie de Charcot. Le délai diagnostique moyen, il est entre 12 et 18 mois. C'est-à-dire que quand je vois un patient, il est déjà au stade avancé. Et ce patient, je l'ai en face de moi et je dois lui faire l'annonce diagnostique, lui dire qu'il a une maladie incurable, lui dire que peut-être sa maladie génétique est d'origine génétique et qu'il y a un risque pour ses enfants. Avec cette formulation, il rentrerait dans le cadre de l'aide active à mourir? Complètement. Il faut imaginer dans quel état de sidération, même si on donne le diagnostic avec le plus d'empathie possible, le patient se trouve au moment du diagnostic. Et là, à ce moment-là, les pulsions de mort elles sont énormes. Nous, on essaye de les prévenir. Là, il ne s'agit plus de les prévenir. Il s'agit que si le patient dit voilà, je veux aller vers l'euthanasie, il aura 48 heures de droit de retrait. Et nous, il faudra mieux qu'on n'aille pas l'en dissuader, parce que là, on sera dans le délit d'entrave. Alors, soit on accepte ces situations-là, acceptez-les, mais il faut l'assumer. Est-ce qu'on judiciarise finalement la fin de vie, Jonathan Denis ? Ce n'est pas la clause de conscience des soignants. C'est deux choses bien différentes. Tout soignant aura le droit de dire « je ne souhaite pas accompagner dans le cadre d'une aide à mourir ». C'est sa conscience. Il faut aussi tenir compte de la conscience des soignés. Je vais vous prendre deux exemples très précis sur la phase avancée ou terminale et la différence avec le moyen terme. Le premier exemple, c'est Vincent Imbert. Il ne faut pas oublier que de toutes ces discussions-là démarrent d'une demande de Vincent Imbert à Jacques Chirac quand il était président de la République, et c'est sa maman, Marie Imbert, avec le professeur Chaussois, qui a dû l'aider. Marie exprimait ce dernier acte d'amour qu'elle avait fait pour son fils. Est-ce que Vincent Imbert aurait été concerné? Est-ce qu'on aurait pu répondre à la demande de Vincent Imbert avec un pronostic vital engagé à court et moyen terme? Non. Le deuxième exemple que je vais vous prendre, c'est celui de Paulette Guinchard. Paulette Guinchard, ancienne secrétaire d'État, qui avait signé toutes les tribunes contre l'aide à mourir. Et puis Paulette Guinchard, quand elle s'est retrouvée face à la maladie, face à des souffrances insupportables, elle est partie en Suisse dans le cadre d'un suicide assisté. Elle a souhaité rendre public son témoignage pour dire il ne faut pas avoir de certitude, il faut ce champ des possibles. Est-ce que Paulette Guinchard aurait pu être accompagnée en France avec un pronostic vital engagé à court et moyen terme? Non. Donc il faut écouter. Mais donc finalement, cette loi, elle règle quoi alors en fait? C'est une discussion qu'il y aura évidemment entre les soignants et les personnes qui sont atteintes d'une affection grave et incurable. Oui, il y a du cas par cas parce qu'on parle d'individus. Et effectivement, ce pronostic vital à court ou à moyen terme, on considérait presque que ce serait des statistiques. Ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Philippe Vigier? Non, un mot, je voulais dire au professeur que d'abord la discussion sera prise en collégialité. Ce n'est pas une personne seule. Alors on va essayer de renforcer la collégialité. Dans les débats, nous avons cessé de le dire. Pas laisser un médecin seul. J'entends ce que vous dites, annoncer à un patient qu'il a une maladie de Charcot avec une médiane de 12 à 18 mois. Là, l'accompagnement sera décidé pas par un seul médecin, par un second médecin et également un autre professionnel de santé. Parce que moi, je crois qu'à la force de la décision collégiale, vous savez très bien comment ça se passe dans les CHU, comment ça se passe dans les centres hospitaliers généraux. Il y a des staffs où des décisions sont prises pour des protocoles thérapeutiques. Il n'y a pas de raison que face à cette demande-là, le médecin soit seul et nous y tenons. Sur le délit d'entrave, il ne faut pas faire dire à la loi ce qui va dedans. Ce texte, au contraire, à l'heure actuelle, est-ce que vous pouvez m'assurer que tous les soignants, qui à un moment ou à un autre, font l'acte qui fait que, et là je veux dire simplement à Nick Genvar, que faire une sédation profonde et continue jusqu'à la mort, c'est quelque part, on le sait très bien, c'est faire en sorte que les fonctions vitales vont s'arrêter. Et quelque part aussi, c'est un acte de mort. Et tous les soignants ne sont pas protégés. Et ce texte aura le mérite au moins, avec la protocolisation telle qu'elle est établie. D'abord, c'est le libre arbitre du patient. Je m'explique.
il décide, lorsqu'on lui annonce cette terrible nouvelle dont vous parliez tout à l'heure, professeur, d'une maladie de Charcot, lorsqu'on lui bâtit son plan d'accompagnement, au bout du chemin, lorsque tout aura été pratiqué, est-ce que pour les quelques derniers jours ou quelques dernières semaines, eh bien, on propose un chemin que lui souhaite emprunter plutôt que le nôtre pour qu'il n'y ait pas d'obstination déraisonnable. Et ce sont les mots qui ont été utilisés dans la loi Claes et Leonetti. Moi, c'est simplement contre ça que je veux lutter. La loi Claes et Leonetti, la grande différence, c'est qu'on est en fin de vie, alors que là, avec cette nouvelle loi, on ne sera pas nécessairement en fin de vie. Mais pas du tout, puisque, une fois de plus, il faut que vous soyez, on va répéter les mots, devant une maladie grave, incurable. Je suis persuadé qu'on arrivera tous ensemble. Je ne vois pas comment Annick Genevard pourrait s'opposer au fait qu'on réinscrive le pronostic vital et engagé et qu'on soit sur une maladie dont on sait qu'elle est avancée ou en phase terminale. Ce sont les mots, une fois de plus, de la haute autorité de santé dont c'est le travail de faire en sorte de poser les mots. Donc, ce n'est pas une personne qui dit « moi j'ai envie de mourir ». Ça n'existe pas. Il y a un collège de médecins qui va se prononcer. Alors, Philippe Vigier, je voudrais juste qu'on entende un peu les Français qui, eux, sont majoritairement favorables, si l'on en croit les sondages en tout cas, à ce texte de loi et à l'aide à mourir. Dario Borgogno est allé tendre son micro pour recueillir quelques témoignages du côté de Lisieux. On écoute. Je pense qu'il y a une côté philosophique dans ce texte. C'est-à-dire que la mort, c'est quelque chose que tout le monde doit accepter. Et le problème, c'est est-ce qu'on accepte la mort ? Alors, est-ce qu'on accepte la mort avec la douleur ? Est-ce qu'on accepte la mort avec ses souffrances ? Il faut que ce soit bien encadré. Il ne faut pas que ce soit simplement... On accepte que les gens puissent décider s'ils veulent partir plus tôt ou pas. Toute personne humaine a le droit à une fin de vie sans douleur, apaisée, qui autant pour lui et sa famille soit paisible, tranquille et qu'il parte sans souffrir. On ne peut pas non plus penser à une généralité, à un protocole tout fait, alors que tout dépend de l'humain et au cas par cas. Annie Genevard, on l'entend, il y a une attente, a priori, dans la société. Est-ce que finalement, ce texte de loi, qui prévoit aussi dans son titre 1 les soins palliatifs, le développement des soins palliatifs avec une stratégie décennale, est-ce qu'il ne va pas finalement, il ouvre peut-être la possibilité de l'aide à mourir, mais est-ce que les Français véritablement l'utiliseront s'il y a ce développement des soins palliatifs sur l'ensemble du territoire ? Moi, je pense profondément que non. Je pense que les soins palliatifs répondent à l'immense majorité, pour ne pas dire à la quasi-totalité des situations. Et quand bien même il resterait des cas particuliers... Il y a quelques cas qui ont été cités par Jonathan Denis. Quand bien même il resterait des cas particuliers, on ne fait pas une loi d'exception. La loi, elle va changer quelque chose de très profond dans notre société. En changeant de paradigme, là, le corps médical est amené à contrevenir à quelque chose qui fondait la médecine et le soin, c'est-à-dire l'accompagnement de la vulnérabilité. Mais ce qui me frappe dans les témoignages qui ont été faits, tous, sans exception, parlent de la souffrance et de la douleur. Et je voudrais dire, à l'issue des auditions que nous avons conduites, qu'on est en capacité aujourd'hui de répondre à la quasi-totalité des situations de douleur. Par les dérivés morphiniques. On a même aujourd'hui un traitement très fin avec des sédations nocturnes qui permettent de mieux résister à la souffrance pendant le jour. On implante même, il y a même des possibilités d'implanter dans le cerveau des dispositifs qui peuvent réduire. Les soins palliatifs sont là aussi pour apprendre à gérer la douleur. Donc cette question de la douleur, elle est assez fondamentale. Et puis il y a la douleur psychologique. 60% des malades atteints du cancer connaissent un épisode dépressif. On sait traiter ces questions-là, on sait les gérer. Et le projet de loi clarifie les choses, c'est-à-dire souffrance physique et éventuellement psychologique. Et psychologique, donc c'est pour ça qu'on plaidait pour que les psychiatres soient réintégrés dans le collège des soignants, parce que c'est très important. Mais je crois qu'aujourd'hui, vraiment, on n'a pas totalement exploré les possibilités des soins palliatifs dans la réponse à apporter au désir de bien mourir. Voilà. Et donc c'est effectivement un des points importants qui sera soulevé au début de ce texte, notamment le titre 1 de ce texte, toute la première partie avec cette stratégie décennale qui vise à développer les soins palliatifs sur l'ensemble du territoire. Je vous remercie Annie Genevard, merci Philippe Vigier parce qu'il est 15h56 et que vous allez aller rejoindre l'hémicycle parce que les débats vont commencer d'une minute à l'autre. Pendant ce temps-là, on va retrouver Olivier Falorni avec Elsa Mondingava, c'est le rapporteur général de ce projet de loi.
Oui, et une aide à mourir, c'est un combat, une cause pour vous. Déjà, avant d'aller dans le texte, vous dites enfin ce texte est dans les mains des parlementaires. Oui, je le souhaitais, comme beaucoup d'autres collègues. Il y a 3 ans, nous débattions de ma proposition de loi, mais ça n'était que pour mettre, le débat à l'ordre du jour. Aujourd'hui, nous parlons d'un texte qui a vocation à être voté. J'espère que ça sera une grande loi de liberté, d'égalité, de fraternité. Alors pour certains, l'équilibre du texte initial a été rompu pour certains, déséquilibré pour d'autres en commission spéciale. Quel est votre sentiment ? Moi, je ne le pense pas. La procédure d'accès à l'aide à mourir n'a pas été foncièrement modifiée. Les députés ont travaillé, ont voté en conscience, en conviction, en liberté. Nous avons changé un critère d'éligibilité qui n'élargit pas, qui ne restreint pas. Qui n'élargit pas, certains disent que oui. Alors, tout dépend si l'on considère que élargir aux malades de Charcot, c'est élargir. Moi, je considère que faire une loi sur la fin de vie et quelque part mettre de côté, de facto, les malades atteints de maladies neurodégénératives, c'est ne pas répondre à l'objectif. Donc, je le redis, je pense que ce critère de la phase avancée au terminal, en maintenant le pronostic vital, puisque la maladie grave, c'est une maladie qui engage le pronostic vital, elle répond à la demande de ces personnes, de ces êtres humains qui sont condamnés par la maladie, mais qui ne doivent pas être en plus condamnés à l'agonie. Dernière question, Olivier Falorni, 2 semaines de débat, plus de 3000 amendements. Est-ce qu'on peut avoir un débat serein, respectueux dans l'hémicycle sur ce sujet ? On sait que les Français vont certainement regarder, chacun a une opinion, chacun a des histoires personnelles. Oui, bien sûr, donc ça nécessite le respect des convictions, le respect des consciences. En commission, nous avons eu un débat à la hauteur, donc j'ose espérer qu'il en sera de même dans l'hémicycle. Merci beaucoup Olivier Falorni, je vous avais promis de vous libérer quelques secondes avant pour pouvoir justement aller dans l'hémicycle 1 minute avant le coup d'envoi. Merci Elsa Mondingava. Je vais remercier aussi mes invités puisque nous sommes à 1 minute maintenant du début de ces débats dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Jonathan Denis, vous allez justement aller assister dans les tribunes. Vous êtes président de l'ADMD, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Et Pierre-François Prada, merci à vous d'avoir été là. Vous êtes neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, spécialiste de la maladie de Charcot. Merci à tous les deux. On va retrouver Marco Pommier qui se trouve, lui, salle des 4 colonnes. Marco, nous sommes à moins d'1 minute maintenant du début de l'examen de ce national. Les débats vont durer 15 jours. Elsa Mondingava vient de vous le dire. 2 semaines pleines au moins, avec plus de 3300 amendements à examiner. Voilà, les débats commencent dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale.